Et bienvenue dans cette vidéo, je pense que tu l'as déjà vue. Je suis en compagnie de Goulven. Et salut. Et re-salut. Et re-salut. Tu es cofondateur de l'agence Fresh Touch. Tout à fait. Je t'ai bien prononcé, ça va. Et tu es aussi agent d'influenceur en fait. C'est ça, je suis agent d'influenceur et relation influenceur. Pas exactement le même métier. D'un côté, on a la partie agent. Tout simplement, la partie agent, on représente en exclusivité un influenceur. Finalement, on va certes négocier ses contrats, mais on va finalement travailler toute sa notoriété, son positionnement. On va le conseiller sur son contenu. On va l'affilier ou pas à des opérations aussi. On est un peu l'avocat du diable et on est la personne qui passe pour les méchants un peu auprès des marques en disant ben, désolé, ça ne correspond pas, donc on n'ira pas. Ou alors, super, ça correspond, on y va, mais à quelle date? C'est toi qui négocie un peu les tarifs. Voilà, donc ça c'est l'aspect agent. Et après on a l'aspect relation influenceur où là on a beaucoup plus de personnes. Ça veut dire qu'on va avoir, nous, chez Fresh Touch, on a un peu plus de 5000 influenceurs référencés. Donc heureusement qu'on n'est pas agent de tout le monde, parce que ça serait compliqué. On est 3 à gérer des influenceurs. Du coup, là, le métier, c'est quoi? C'est finalement, on détecte un besoin auprès d'une marque, on va trouver les influenceurs adéquats de l'autre côté. Par contre, on va effectivement traiter soit avec des influenceurs qui ne sont pas du tout en exclusivité chez nous, ou alors avec leurs agents. D'accord, ok. Voilà. Et ça, tu fais ça depuis combien de temps? Alors, moi, réellement, j'ai eu 3 sociétés en tout avec Fresh Touch, donc ça fait la 3e, et ça fait 6 ans maintenant que je suis dans le domaine. D'accord, 6 ans. Et comment tu es arrivé à faire ça? La vérité ou je mens là, à ce moment-là? Il faut leur donner envie de venir. Il faut leur donner envie de venir? Ouais. Alors, comment dire? J'étais commercial indépendant dans la sécurité et dans la sécurité dans l'énergie, VRP. Et avec des potes, on a vu finalement l'essor des personnalités publiques sur les réseaux sociaux. Alors, on avait plein de comptes, c'était trop bien, ils avaient 15 000 followers en 2014. Wow. On se dit, waouh, c'est un truc de fou, ils vont devenir comme Norman qui avait 500 000 followers peut-être, Cyprien, etc. Et on a dit, c'est un truc de fou, il y a quelque chose à faire, c'est en train de transformer finalement les médias traditionnels. On a la télé, un TF1 qui va faire du 8 millions de téléspectateurs pour un film, et bien peut-être qu'un jour, on arrivera à 8 millions de téléspectateurs pour une story chez un influenceur. Ah ouais, donc tu avais déjà cette vision-là. Voilà, on s'est dit ça. Et par contre, au début, ça ne payait pas du tout. Donc, ce qu'on a fait, on a fait du booking de personnalités en boîte de nuit. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à rentrer dans le milieu, que ce soit du DJ ou de la télé-réalité. Et petit à petit, les marques nous ont demandé des placements sur les réseaux sociaux parce qu'on arrivait à leur faire comprendre que à la radio ou à la télé, ils achetaient un nombre de vues. Mais sur les réseaux sociaux, ils pouvaient également acheter un nombre de vues auprès des personnalités. Alors, c'était les prémices. Une personnalité, jadis, ça ne coûtait pas du tout le coût que ça peut coûter maintenant. Mais par contre, on commençait finalement en 2014 à monétiser ça à travers une précédente boîte. En 2014, ouais. Ok. Et du coup, c'est toi au début qui allais chercher les marques pour leur montrer un petit peu tout ça, tu les as éduqués, quoi. Ouais, c'est ça. On les a totalement éduqués. On était très peu d'acteurs. À Paris, on devait être une dizaine d'acteurs sur le territoire français à proposer ça. On était un peu vus, un peu comme des ovnis. Du coup, finalement, en 2016, c'est là où ça s'est énormément démocratisé. D'accord. Là, en 2016, ça a totalement explosé. Et pourquoi? Parce qu'on a eu des influenceurs qui ont commencé à dépasser les audiences télé. D'accord, ils avaient plus d'audience qu'à la télé. Plus d'audience qu'à la télé et ils coûtaient 100 à 1000 fois moins cher qu'un spot publicitaire. Purée. Donc du coup, les marques ont commencé à se mettre dans le move, mais surtout les marques de luxe. Les marques de luxe, les marques, tout ce qui va être vin et spiritueux. Rentrer dans ce créneau-là, pourquoi? Parce que, je prends un exemple, les vins et spiritueux n'avaient pas forcément le droit de faire de la publicité, ou alors c'était hyper encadré. Et là, existait un flou juridique et artistique autour du marketing influence. On n'avait pas le droit de dire buvez telle boisson, pour pas citer de boisson, mais on avait le droit de montrer la bouteille. Donc du coup, par exemple, ça a été les premiers secteurs d'activité, je dirais, à s'être lancés avec forcément toute l'industrie de la mode et de la beauté. D'accord. Et ça, souvent en France, on est un peu en retard par rapport aux US. Je pense que tu parles de 2014, aux US, ça devait déjà être... Ouais. En 2014, aux US, c'était déjà très très développé. On est déjà aux US dans le turfu, dans le futur aujourd'hui. En 2014, finalement, on avait le marché à peu près actuel aux US. Les prix étaient à peu près similaires au marché français.
les stratégies avaient commencé à se développer et il y avait les premiers agents d'influenceurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les agents d'influenceurs sont pas arrivés il y a très 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 longtemps. On parle de 2015-2016 pour les premiers influenceurs qui ont eu des agents, puisqu'avant, les agents étaient juste réservés à une catégorie qui était les stars. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, aux US, le marché de l'influence, il est extrêmement cher. Extrêmement cher. Il est extrêmement cher. Il est pas encore saturé par rapport à ce qu'on croit. Il faut savoir que, alors, on dit souvent un chiffre qui est faux, je tiens à le dire. On dit souvent que le marché du marketing d'influence va peser 10 milliards de dollars dans le monde cette année, en 2020. Ce qui est faux, parce que quand on prend les chiffres mondiaux, on prend les chiffres réellement européens, US, australiens et Amérique du Sud, uniquement. C'est-à-dire qu'on exclut totalement le territoire asiatique, qui représente entre 20 et 60 milliards en fonction des estimations, ce qui est quand même le double, voire le sextuple, on dit. C'est ça, bon, on va dire ça. Fois 6. Le marché qui serait le marché mondial. Donc du coup, en fait, pour donner une petite ordre d'idée, il a été multiplié par 2,5 par rapport à 2019. Ça reste des statistiques, ça reste des prévisions. C'est dur de dire, d'arriver à trouver un cumul de toutes les marques, de ce qu'elles dépensent concrètement, puisque nous, à l'agence, on va avoir des budgets d'1 million d'euros pour une marque, mais on va aussi avoir des budgets de 5 à 10 000 euros. Vous avez vraiment tout. Ouais. Alors nous, on commence à 5 000 euros parce que en dessous, on peut plus. Trop de demandes. Mais ça, c'est génial, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Et du coup, qui sont tes clients aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, mes clients sont essentiellement des PME et des grands comptes. Okay. C'est des personnes qui prennent les risques financiers en 2020 parce que ça serait faux de dire que l'influenceur, il est gratuit en 2020. Non, on n'est plus en 2014 où on pouvait envoyer une simple shampoing, excusez-moi le terme, et avoir une publication en face. Ça marche plus comme ça, malheureusement. Donc, du coup, c'est essentiellement des PME et des grands comptes. Et j'y rajouterai une catégorie que j'exclus des PME et grands comptes, mais qui peuvent en faire partie, c'est les e-commerçants. Les e-commerçants. Les e-commerçants, en fait, à tort, beaucoup achètent aux agences de la rentabilité financière pure. Ça veut dire qu'ils vont prendre un influenceur 1 000 euros, ils veulent que l'influenceur en fasse 3 000. Or, la stratégie, c'est pas celle-ci. Mais ça, peut-être qu'on devrait le garder pour le séminaire. On va garder ça pour le séminaire. Désolé. Hashtag teasing. Hashtag teasing. Hashtag achète ta place. Avec le code promo. Avec le code promo, on met quoi comme code promo? Ah non, j'ai pas le droit de citer cette marque. Je peux pas. Le promo Gulvenburger. Voilà, c'est bien ça, Gulvenburger. Gulvenburger, je te mettrai peut-être une petite réduction. Ouais. Je te mettrai là. Gulvenburger. Ok, donc des PME et des grands comptes. Mais du coup, les personnes qui nous regardent sont principalement. Moi, je ne les appelle pas des e-commerçants, je les appelle des web entrepreneurs. Ouais. Donc des personnes qui vendent principalement des produits numériques ou leurs prestations de services. Ouais. Est-ce que ça peut être intéressant pour eux, le marketing d'influence? Alors, ça peut être intéressant sous plusieurs formes. Il faut déjà savoir que dans le marketing d'influence, il existe 15 grandes catégories d'influenceurs et on devrait passer prochainement à 18. Il y a des nouvelles catégories qui arrivent chaque année. Comment arrive une catégorie d'influenceurs? C'était la question que tu Bah ouais, c'est vrai, je me dis, mais comment tout d'un coup il y en a une qui arrive quoi. Mais tout simplement, quand il y a une catégorie qui est assez représentée dans le domaine souvent du lifestyle, elle se détache du lifestyle et elle crée sa propre catégorie. Je vous prends des exemples peut-être, un exemple ou deux et on dira peut-être les 15 plus tard. On avait dans le lifestyle par exemple le travel blogging qui est hyper connu maintenant, mais ça faisait partie d'un grand ensemble lifestyle. Donc on avait le travel blogging, on avait le luxe et on avait l'ultra luxe par exemple. Tout ça c'était dans le lifestyle. Mais on s'est rendu compte qu'un travel blogger et un travel lifestyle, c'était deux choses totalement différentes. Un profil lifestyle pouvait avoir un profil voyage, mais ne pas être travel blogger. Oh purée, c'est compliqué. D'accord. Mais alors qu'un travel blogger n'avait pas de profil lifestyle. Ok. Un profil lifestyle, finalement, il n'est pas forcément positionné sur un secteur d'activité. Il va pouvoir finalement s'affilier aux marques qu'il aime, que ça soit une marque de cosmétiques ou une marque de voyage. Un profil de voyage, aujourd'hui, s'il fait autre chose qu'un produit, qu'un service, un rapport avec le voyage, c'est que ce n'est pas un travel blogger. Voilà. Et donc, du coup, c'est la différence qu'on va avoir aujourd'hui. Et dès qu'il y a une bulle assez grosse, comme ça, paf, ça se détache.
Après, on peut avoir aussi des multifamilles, mais ça peut-être pareil. Ouais, parce que là... Conférence, alors c'est dans ce cadre-là que ça peut être hyper intéressant pour des web entrepreneurs, ou typiquement, je sais pas, je vais prendre l'industrie du conseil en immobilier, totalement au hasard, j'adore les mots. Donc, petit appel. Donc, l'industrie de l'immobilier, à première vue, on a très peu d'influenceurs sur l'industrie immobilière. Par contre, on a des influenceurs qui ont un affectif avec le domaine immobilier et qui en parlent régulièrement dans leur story. Moi, mon rôle, c'est de connaître l'histoire des influenceurs. Donc, de connaître chaque influenceur personnellement un à un. Alors, je ne dis pas que je connais les 5000, heureusement, j'ai des collaborateurs qui me permettent de me rappeler un peu de toutes les histoires et puis aussi que eux gèrent leur partie et leur portefeuille. Mais je vais vous prendre l'exemple d'un influenceur, tu vas collaborer avec eux, la famille Coste. La famille Coste, il faut savoir que leur projet d'indépendance financière est parti d'un projet immobilier. Donc du coup, ils parlent régulièrement de l'immobilier, du développement personnel. Ils parlent régulièrement d'indépendance financière et d'essayer de conseiller les gens pour obtenir cette indépendance, mais surtout qu'ils pètent leurs barrières. Pour autant, c'est des travel blogueurs. C'est des travel blogueurs et ils ont même un double positionnement famille. Donc, ils ont quand même une très grosse force. Ils sont dans plusieurs niches d'influence et en même temps, c'est que vraiment des niches. Donc, du coup, on n'est pas sur de l'influence généraliste. Mais eux sont hyper pertinents pour promotionner une formation dans l'immobilier, pour promotionner des conseils dans le domaine de l'immobilier. Pour autant, ce ne sont pas des experts absolus de l'immobilier. Ce ne sont pas des professionnels de l'immobilier. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire appel à toi pour choisir les bons influenceurs en fonction de la personnalité de la marque. C'est sûr. Souvent, on pense qu'on va économiser de l'argent à le faire sans une agence ou sans un conseiller, en tout cas qui s'y connaît et qui est expert sur le domaine d'activité. Ça peut être une erreur dans la réflexion. Pour quelle raison? Alors oui, vous allez payer des coms d'agence. Je ne travaille pas gratuitement, je pense que non plus. Oh mon Dieu. En fait, il faut savoir que nous, on est payé à tout savoir, en quelque sorte. Mais aussi, on achète des volumes de gros aux influenceurs. C'est-à-dire que nous, un influenceur, on ne va pas lui promettre qu'une seule collaboration à l'année, ou on va pas, quand on s'entend bien un influenceur, on est capable de collaborer avec lui des dizaines de fois. Donc, de lui apporter finalement un chiffre d'affaires qui est conséquent, avec des projets qui l'intéressent. Du coup, c'est cette force que vont avoir des agences comme la mienne. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, avec Victor, on a pu développer un réseau qui nous permet ça. Mais c'est parce qu'aussi, on s'entend très bien avec les autres agences de marketing d'influence. Ce n'est pas un domaine où chacun travaille dans son coin, par contre. Ça, c'est bien. Ouais. On s'entend très bien. On parle très peu de concurrence, même si, paradoxalement, forcément qu'on est en compétition sur plein de marques, mais on parle plutôt de collaboration dans le domaine d'activité. Oui, dans le web entrepreneuriat, c'est un petit peu ça, même si tout le monde n'est pas dans cette optique-là. Il y a beaucoup de collaborations. Totalement. Et moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de concurrence. Quelqu'un qui est business coach comme je peux l'être, et j'ai aucun problème à lui envoyer des clients et vice-versa. Totalement. On fait exactement la même chose dans notre secteur d'activité, puisque c'est très simple. On arrive sur une période où il y a une guerre des agents dans le marketing d'influence. C'est pas une guerre néfaste, c'est juste que on a de plus en plus d'agents d'influenceurs, mais les influenceurs ne progressent pas en nombre, forcément énormément. C'est-à-dire des petits comptes de 10 000 followers, on en a, mais Ago, désolé. C'est bon, je suis à 15 000. Voilà, on en a énormément. Par contre, des comptes qui franchissent les 100 000 followers, déjà, il y en a beaucoup moins. C'est moins d'1% de la part des influenceurs quand même en France. Et les comptes qui franchissent le million, il y en a encore moins. Sur YouTube, il y en a moins de 70 en France, des youtubeurs à plus d'un million. Du coup, on fait vite le tour. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'on voit apparaître là en 2020, ça va être en fait que les agents d'influenceurs, on veut essayer de booker le plus d'influenceurs possible auprès de son agence pour faire en sorte que les autres agences aussi passent auprès de nous pour récupérer des contrats, bien entendu. Mais après, c'est une guerre qui est rigolote, je dirais. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas trop dans cette optique-là. On n'a que 14 influenceurs en gestion. On fait partie vraiment des petites agences en gestion pure d'influenceurs. Par contre, en termes de réseau derrière, on a privilégié le réseau d'influenceurs.
C'est plus intéressant. Et du coup, on va revenir sur les web entrepreneurs. Est-ce que ça peut être intéressant pour eux de le faire? Alors, moi je dirais oui, mais il ne faut pas s'y précipiter. D'accord. C'est-à-dire que s'y précipiter, ça serait potentiellement acheter du vent. Il faut déjà parler stratégie. Qu'est-ce que veut faire le web entrepreneur? À quoi va lui servir l'influenceur? Souvent, ce qu'ils recherchent, c'est du trafic et augmenter la liste email. Je t'en ai un peu parlé déjà. Alors, augmenter une liste email, je dirais toujours pareil, je dirais oui, avec des influenceurs ciblés et qualifiés. Mais c'est surtout qu'il va falloir aller chercher des influenceurs qui sont de bons traffic managers. Parce qu'on a des influenceurs qui vont avoir 300, 400, 500, 1 million de followers, mais qui vont rien rapatrier sur un site internet. Parce que leur job, c'est faire de la notoriété. En fait. C'est créer de la notoriété. Donc vous, aujourd'hui, faites appel à une star qui est hyper connue. La plupart du temps, on est plus sur de la notoriété que sur de la rentabilité ou sur de la captation d'email. Or, on a des influenceurs, quand on touche vraiment le domaine affectif, comme la famille Coste, là oui, on va avoir un afflux massif d'abonnés. Mais toujours pareil, c'est en fonction de ce que fait le web entrepreneur. Ouais. Après, moi, on a fait une campagne ensemble, hein, vous vous en doutez, vas-y. Elle a testé les services. J'ai testé les services, à vous de vous en parler. C'est mieux. Ça coûte quand même assez cher. Ça peut coûter quand même assez cher. Il faut avoir un bon budget, je pense. Moi, je dis souvent que ça ne sert à rien de partir avec une enveloppe de 1000 ou 2000 euros. Je vais être très très honnête. Aujourd'hui, les marques dépensent des millions d'euros. On avait, dans les années 70, bon, les jeunes web entrepreneurs n'ont pas connu, je n'ai pas connu, je ne suis pas aussi vieux que ça, mais dans les années 70, il y a eu un effet de mode autour du mannequinat. Et on connaît exactement le même effet de mode. On avait avant des hommes et des femmes qui faisaient du mannequinat, qui coûtaient rien du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire défiler quelqu'un sur un podium, ça coûtait peut-être quelques centaines de dollars. Sauf qu'on a des marques qui sont arrivées et qui se sont finalement octroyé le droit de payer très cher des personnalités, enfin futures personnalités, ce qui allait devenir des personnalités. Finalement, ces mannequins qui coûtaient quelques centaines de dollars se sont retrouvés au titre de, on a Naomi Campbell ou des mannequins comme ça, qui ont engrangé des millions et des millions de dollars. Mais qu'est-ce qu'ont fait ces marques-là? Ils ont verrouillé les mannequins les plus bankable. Et là, on est clairement dans de la stratégie de marque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des très grandes marques, que ce soit dans le luxe, que ce soit même dans l'immobilier, que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité, qui vont aller surpayer les influenceurs pour les verrouiller. Et vu qu'un influenceur va se dire, là, potentiellement, je peux prendre, je sais pas moi, 5 000 € avec cette marque. Pourquoi j'irais m'embêter à accepter 700 avec une autre? Et donc, du coup, c'est des influenceurs qui deviennent de plus en plus sélectifs parce qu'on a des grandes marques qui arrivent avec leur puissance financière. Je n'émets aucun avis dessus. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Puisque nous, on a ce style de clients qui, finalement, vont payer un peu plus cher, les influenceurs. Mais il faut savoir aussi qu'ils achètent de la qualité, par contre. Ils achètent de l'influenceur qui va faire les choses dans le temps, qui va faire un contenu les marques vont pouvoir le reprendre. Puisqu'il y a de nouvelles notions qui sont arrivées, c'est le droit d'image des influenceurs. Avant, c'était gratos, on pouvait reprendre, il n'y a pas de souci. Maintenant, non, c'est payant le droit d'image. Donc, en fait, ils vont vraiment payer pour une prestation supplémentaire que ne peuvent pas forcément se payer des plus petites marques. Et ce qui fait que c'est de plus en plus élitiste de faire appel à des gros influenceurs. C'est pour ça que dans les stratégies, la plupart du temps, les plus petites marques vont passer par des micro-influenceurs, voire des influenceurs intermédiaires, avant d'aller taquiner des influenceurs de macro ou méga, puisque le méga influence est arrivé sur le marché. On n'a plus, là pour l'instant on n'a pas. Mais là, on est passé de trois c'est pas des catégories, mais de 3 niveaux type d'influenceurs à 5 déjà. Donc on va avoir le nano, le micro, l'intermédiaire, le macro et le méga. Voilà. Et donc du coup, tout ça, ça se paye. Effectivement, ça peut se payer cher.
Nous, aujourd'hui, le budget moyen d'une marque à l'agence, je dirais qu'il est entre 35 et 50 000 euros. Un budget moyen, entrée de gamme en campagne, même si on a des petites marques qui commencent, qu'on accepte encore, qui ont 5 à 10 000 euros de budget. Mais c'est pas la norme. C'est pas ce qui se fait le plus, en tout cas. Et peut-être parce que c'est pas connu aussi. Enfin, c'est toujours comme ça. C'est les marques au début qui ont fait énormément de publicité sur les YouTube, sur les Facebook et compagnie. Et au fur et à mesure, ça s'est, je sais pas le mot, mais démocratisé. Ouais, c'est ça, totalement. En fait, avec les web entrepreneurs. Et moi, c'est ce que je vois arriver. C'est que de plus en plus, on entend parler de marketing d'influence. Alors parfois, pas forcément de la bonne façon. Mais ça, tu vas en parler aussi. Totalement. Mais ça, je vous le réserve pour le. Il va pousser une gueulante. Voilà. Je vais gronder certains formateurs marketing. Mais voilà, mais je pense que c'est comme ça que ça arrive. Après, moi, j'ai pas dépensé 35 000 euros dans ma campagne de marketing et pourtant, j'ai eu des résultats. Donc, je confirme. Donc, il y a les moyens aussi de commencer et je pense que ça va peut-être arriver de plus en plus. Oui, alors. Après, dans tous les cas, ton agence ou pas, j'en sais rien. Mais... Des agences, aujourd'hui sur le marché, on est entre 30 et 40 agences en France à avoir le réseau que peut avoir l'agence que Victor et moi avons. Maintenant, je pense que la démocratisation peut se faire, mais si les gens reçoivent le bon message. Oui. Ce qui me rend fou, c'est tous ces web entrepreneurs qui pensent directement qu'à la vente. Alors je suis d'accord, c'est ce qui les fait vivre. C'est la guéguerre entre commerciaux et communicants depuis des lustres. Ça tombe bien, j'ai été commercial indépendant avant ça, donc j'ai un peu les deux milieux, quoi. Le souci d'un influenceur, c'est que c'est pas une pancarte. À la base, c'est pas une pancarte publicitaire vivante. Il est là pour influencer un acte d'achat ou de décision et pas faire du télé-shopping. Ça marche très bien sur certains influenceurs, mais la majorité des influenceurs, ça ne marche pas. Donc du coup, en fait, l'objectif de ces agences-là, de ces 30-40 agences, je considère que dans tout domaine d'activité, il y a du très bon, il y a du très mauvais, il y a du moyen. Nous, on connaît les bonnes agences aussi, on bosse avec au quotidien. L'objectif qu'on a, c'est toujours aller conseiller au mieux le client, quitte à ne pas prendre la campagne si on trouve qu'il y a trop de risques pour le client. Donc là, on ne va pas partir sur la campagne. Et on a dit non déjà à des très très gros, malheureusement, très gros volumes, parce que c'était pas du tout, enfin, on était sûr qu'on n'atteindrait jamais les objectifs demandés. Toujours, tu m'as vachement conseillé, tu me dis ah non, pas plutôt ça, plutôt ci, plutôt ça. Enfin, tu m'as vachement conseillé à ce niveau-là pour qu'on ait des résultats et qu'on les ait. L'idée, c'est aussi faire de l'anti-vente de temps en temps. C'est bon pour le marketing, ça, t'as ouais, ça a toujours été très bon. C'est une bonne méthode de persuasion. C'est de savoir dire non, cet influenceur n'est pas bon pour toi. Et aussi savoir dire à un influenceur qui ça ne fait pas plaisir à un influenceur quand on lui dit non, je t'affilie pas à cette marque parce que telle chose. Mais c'est aussi notre rôle de dire à l'inverse, pas qu'aux marques, de dire aussi aux influenceurs, de dire attention, tu fais trop de publicité, attention, t'es pas dans ta niche, attention à ça. Donc ça, c'est le rôle plus d'agent que de gestionnaire de réseau. Mais c'est vrai que ça peut nous arriver de ripper des fois et de dire aussi à des influenceurs, il faut leur dire bon là, tes résultats sont pas très bons en ce moment. Il y a peut-être une raison qui explique cela. Peut-être penser aussi, mais tu en parleras, je pense, plus dans la conférence, à une stratégie en 2 temps. C'est ce que j'ai finalement fait avec le marketing d'influence. Ouais. On peut effectivement, donc ça, je vous parlerai de toutes les stratégies durant cette conférence. Je pourrais vous parler il y a des dizaines et des dizaines de stratégies différentes. Donc, je vous parlerai des plus communément utilisées ou des stratégies un peu vislardes des fois qu'on peut avoir en agence de com, parce qu'il y a des stratégies un peu vislardes. Mais effectivement, si je prends un peu ton exemple, on est d'abord parti sur de l'acquisition pour faire augmenter de la notoriété, pour faire de la notoriété de marque, clairement, mais aussi permettre un levier. C'était le fameux swipe up. Ouais, je voulais le swipe up. Je n'ai pas signé avec ça. Toutes les marques nous demandent le swipe up. Le fameux swipe up qu'on obtient qu'à 10 000 followers. Et donc, du coup, en fait, on a eu cette première stratégie-là. Et cette stratégie a abouti à de la vente après. Tout à fait. Mais on a abouti à de la vente
après. Pas tout de suite. C'est pas dans l'immédiat où on va faire un chèque. Voilà. Oui, mais après, c'est smart, hein, tu le sais. Il faut augmenter ta liste pour après pouvoir créer la relation et faire la vente. Et avoir le swipe up, ça permet clairement d'augmenter la liste. Totalement. Puisque régulièrement, maintenant, tu me vois le faire. Hein. Je renvoie vers ma liste email, je renvoie vers mes bonus. Ça me permet d'augmenter ma liste et derrière de faire des ventes. J'ai déjà vu des résultats à ce niveau-là. Ouais, totalement. Et je dirais même un pourcentage. L'année dernière, on nous a commandé à peu près 18% des campagnes de l'agence, c'était que des jeux concours. D'accord. Que des jeux concours. Pourquoi? Parce que les acheteurs accordent de plus en plus de crédit à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, à ce qu'ils voient sur le net en soi. La réputation, 78% des gens se renseignent avant d'acheter, quel que soit le secteur d'activité. S'ils se renseignent à une réputation, ils ne vont pas se renseigner que sur les systèmes de notes Google. Ils vont aussi se renseigner sur les réseaux sociaux. Si je vois une marque qui a 115 000 followers sur les réseaux sociaux, je vais avoir tendance à lui faire plus confiance que si elle a 200 abonnés sur les réseaux sociaux. Parce que je veux dire, elle ne va pas se barrer à la caisse, alors que ça n'a rien à voir. Elle a 200 000, elle a 115 000 followers sur les réseaux sociaux. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Demain, je peux faire mes comptes. Donc, moi, de toute façon, des personnes que j'accompagne en coaching, j'ai des tickets de coaching assez élevés. Très régulièrement, elles me disent, je vais voir tes réseaux sociaux. Je vais voir ta chaîne YouTube, je vais voir ton compte Instagram, je vais voir ton Facebook, voir si ça fait longtemps que tu es là, si tu as du monde qui te suit, si tu as du contenu de bonne qualité, etc. Et moi, personnellement, c'est ce que j'entretiens depuis plusieurs années aujourd'hui sur LinkedIn. J'ai la chance d'être suivi et ce qui m'a fait décoller dans ce domaine-là, clairement, c'est LinkedIn. J'ai la chance d'être suivi par, je crois, plus de 45 000 personnes sur mon compte LinkedIn. Et c'est ce qui me donne la légitimité aujourd'hui auprès des marques. Je m'exprime régulièrement sur marketing d'influence. Je pousse les coups de gueule quand il faut les pousser, même si je ne me fais pas que des potes. Je reçois des fois des petits messages sympathiques. Je peux en projeter un ou deux messages pendant la conférence. Ça peut être très très drôle. En gros, non, on le montrera à la conférence. Oh là là, ça se teasing de fou. On est trop fort. C'est un truc de fou. Et la vidéo, tu vas l'appeler en mode une star débarque. Arrête, parle pas de la surprise. Regarde. Ouais, c'est vrai. Je me suis engagé là? Bah oui. Ah merde. Donc du coup, je sais plus du tout où j'en étais. Tu te faisais pas de tes potes. Et les messages haineux. Ouais, les messages haineux qu'on peut prendre, puisque quand on a beaucoup de followers, tu les vis aussi. Dans le domaine du business, on les vit au quotidien. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on entreprenne, forcément. Non, par contre, ce qui est important à souligner, c'est toutes les mentions légales autour du marketing d'influence, peut-être à la conférence. D'accord. Parce que ça a été longtemps un flou juridique et artistique, le marketing d'influence. Il faut savoir que pendant longtemps, on ne savait pas si on avait le droit ou pas de faire de la pub sur les réseaux sociaux. Ah bon? Parce qu'on passait par des gens qui disaient qu'un produit était bien, mais on ne savait pas trop s'ils étaient payés ou pas pour le dire. Sauf que maintenant, on a des instances qui se sont mis dans la boucle et qui nous obligent, clairement, réglementairement parlant, il y a la loi E20 pour la partie alcool qui nous oblige à avoir certaines formulations, à faire sortir les contenus d'une certaine manière sur les réseaux sociaux. On a toute une réglementation autour de ça. Si on met un hashtag sponsorisé, un hashtag ads, etc., c'est pas pour baisser les résultats des marques, c'est juste qu'on est obligé de le faire. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, c'est l'influenceur qui est obligé de le faire, concrètement. Nous, en tant qu'agence, si on est l'interlocuteur de l'influenceur, on va obliger l'influenceur à le mettre. Maintenant, on ne peut pas être attaqué. Communication de conseil. Voilà, on peut pas être attaqué à dire vous l'avez pas mis. Parce que les influenceurs font encore un peu ce qu'ils veulent, même si on va dire que 85% du marché de l'influence est bien structuré en France comparé aux années précédentes, autour des ads, autour du sponsorisé, etc. J'ai des clients qui me disent oui mais bon je vais pas payer une agence, moi je vais aller prendre tel influenceur qui me propose 35 € la stories, 40 € le post, etc. Enfin j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un marché noir. Ouais, un marché parallèle. Un marché parallèle de l'influence. Et qu'est-ce que ça vaut et à quoi il faut faire attention quand on s'engage là-dedans? Aujourd'hui, il y a un article qui est sorti récemment dans la presse et que j'apprécie puisque je l'ai relié. Clairement, un influenceur sur deux est un fake. D'accord. Putain, ça fait peur. Ouais. C'est autant moi je m'étais fait clasher à l'époque par toutes les agences de com quand je l'avais sorti il y a 2 ans parce que j'avais pas tellement de preuves de dire ça. Ce qui était à l'époque à peu près vrai. J'avais sorti un chiffre qui était un influenceur sur 2, un influenceur sur 3
qui était un faux influenceur. C'était plus par rapport à tous les audits que nous on mène sur un nombre incalculable d'influenceurs. Maintenant, il y a quand même des médias beaucoup plus importants qui se sont penchés sur la question, qui ont fait des études, qui ont duré plusieurs mois, qui ont prouvé par A plus B qu'un influenceur sur deux était totalement faux. Ce qui veut dire qu'ils achètent leurs followers, ils achètent leurs vues, ils achètent leurs j'aime, ils achètent leurs commentaires, ils font du comment and comment, ils font du follow and follow, ils font du like and like. Il existe des milliers de méthodes et je pourrais vous en donner mais des trucs mais de malades, des méthodes pour capter du j'aime. Si demain vous voulez devenir influenceur mais payer 90 €, vous allez sur follow and follow sur votre Apple Store et vous achetez vos 100 000 followers. Bravo, vous allez acheter 100 000 followers en Inde ou en Chine, ça ne vaut que dalle, il n'y aura pas un seul swipe up sur votre audience, vous allez perdre vos followers dans les 3 ou 4 prochains mois, mais vous allez être influenceur pendant un temps. Sauf qu'aujourd'hui, le marketing d'influence rapporte tellement d'argent parce que concrètement, l'argent c'est hyper tabou, mais ça rapporte de l'argent. Je pourrais donner peut-être le budget de l'agence aujourd'hui, puisqu'on le dit publiquement, ça a été publié sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet cette année. L'année dernière, c'était à peu près 2,8 millions de dépenses influenceurs, c'est-à-dire de paiement influenceurs. Alors on me dit souvent, oui, mais pour combien d'influenceurs? C'est sûr qu'on n'a pas fait qu'une campagne, parce que sinon il est multimillionnaire, les gars. Vous avez fait combien de campagnes en 2019? Alors, j'ai le nombre de contenus créés. Le nombre de campagnes exactes, à quelques dizaines près, je pense pouvoir le donner. Mais des contenus créés influence, on a fait 5119. Voilà. Ça veut dire qu'on a sponsorisé aujourd'hui 5119 contenus créés. Mais quand on dit un contenu, typiquement un influenceur, quand il fait 2 séries de stories, c'est 2 contenus. Quand on achète un influenceur, un post, une série de stories et un relais dans les stories à la une, c'est 3 contenus. Ça se compte comme ça. En fait. Donc du coup, ça ne veut pas dire qu'on a travaillé avec 5000 influenceurs. Voilà. Donc du coup, il faut faire hyper attention à ces influenceurs. Et c'est souvent le marché parallèle tourne autour de ces influenceurs-là, de dire, ben ouais, j'achète de l'influenceur pas cher, mais parce qu'il a acheté beaucoup de followers. Donc du coup, est-ce que vous achetez réellement de l'influence ou pas? Je suis pas sûr. Par contre, effectivement, dans le lot, on a des influenceurs qui ont pris la stratégie de j'achète 100 000 followers, ce qui va m'attirer 30 000 followers organiques. Et donc, du coup, quand je vais faire une publicité, je vais être rentable même si je vends un truc 35 €. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Maintenant, ça reste une exception. Et c'est pour ça qu'on se bat tous les jours au quotidien auprès des vrais influenceurs. Il faut savoir qu'un influenceur qui rentre dans l'agence et 5 000 qui sont passés, il a 3 audits. Il a un audit fait manuellement, donc par nos équipes, où ils ont une vingtaine de contrôles à faire sur le compte de l'influenceur. Ça veut dire que organiquement, on va aller voir la progression de l'influenceur. On va travailler avec des logiciels aussi. Donc ça, on a différents logiciels autour du marketing d'influence en fonction des réseaux sociaux qui nous permettent d'aller juger la pertinence d'un influenceur. Et après, on va aussi lui demander ses statistiques pour essayer de le mettre en défaut par rapport à ce qu'on a récupéré en tant qu'info. Ça veut dire qu'on va voir très vite s'il nous ment ou pas. Voilà. Et donc, du coup, c'est chronophage, puisqu'aujourd'hui, on a ralenti le nombre d'influenceurs qui est rentré dans l'agence, ou alors, clairement, notre objectif est de rentrer plutôt des agents d'influenceurs aujourd'hui, qui vont représenter plusieurs autres influenceurs. Ouais. Mais il y a une vingtaine d'influenceurs encore qui rentrent dans l'agence chaque mois en référencement. Et les 20 passent les mêmes critères de contrôle. Et toutes les agences de France, on devrait le faire, quelle que soit si elle est grosse, petite, moyenne. On considère que ne serait-ce qu'à Toulouse, on a entre 300 et 700 entrepreneurs dans le digital, que ce soit des auto-entrepreneurs ou des agences. Je ne suis pas certain qu'on soit nombreux à faire ce genre de contrôle et c'est malheureusement ce qui fait défaut à la profession parce qu'on est très mal vu dans le sens où des fois on vend des campagnes qui ne peuvent rien rapporter à cause de ça. Ouais. J'ai déjà vu des grosses instances, que ce soit, je ne dirais pas de nom, mais des instances que vous connaissez parce qu'on est en Midi-Pyrénées et qui achètent du faux influenceur à gogo et se rendent compte un peu trop tard de la supercherie. Et du coup, un entrepreneur qui veut faire une campagne d'influence, à quoi il doit faire attention avant de bosser avec un influenceur? Alors, à quoi il doit faire attention? Moi, ce que je fais, déjà, de
en méthode organique. Parce qu'un audit d'influenceur, ça nous coûte 35 € par les logiciels. Donc on en utilise 2 à chaque fois. Ça nous coûte cher à chaque fois qu'on audite un influenceur. Mais si vous voulez le faire déjà et vous sécuriser, on va dire mentalement, on va dire être un peu plus sécure, allez dans son nombre d'abonnés et scrollez. Scrollez pendant 10 minutes, s'il le faut. Regardez le nombre de comptes qui portent des numéros ou une suite de lettres qui ne forment pas un nom. Donc XL, 12, B6, etc. Et regardez le nombre de comptes qui n'ont pas de photo de profil. Ça peut vous donner une indication sur le pourcentage d'influenceurs, d'abonnés qu'il a acheté ou pas. Attention, on a des comptes qui n'ont pas de photo de profil, qui sont de vrais comptes. Ce sont des gens qui sont inactifs en publication, mais qui sont actifs, qui vont voir. Donc ça peut déjà vous donner un indice. Après, regardez les commentaires. Le fameux comment elle commente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe des groupes d'influenceurs sur Facebook, par exemple, ou en message privé, ou sur WhatsApp. C'est à chaque fois que je vais poster une info, tu vas être obligé d'aller la commenter pour faire croire aux marques que j'ai de l'influence. D'accord? Et donc, du coup, allez cliquer sur les gens qui commentent l'influenceur. Regardez combien ont de followers ces gens-là. Si tous les commentaires sont des commentaires d'influenceurs, posez-vous la question de est-ce que cette personne est influente ou pas? Est-ce qu'elle influence plus son groupe de potes ou réellement des gens? D'accord? Après, vous avez les j'aime. Vous scrollez pareil dans les j'aime. Vous allez voir qui aime. Et ça, déjà, ça peut vous donner une super indication. Et ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de surveiller l'influenceur pendant une dizaine de jours avant de le contacter. Regardez le nombre d'abonnements qu'il a, s'il fluctue. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est un influenceur qui a 800 abonnés, tout d'un coup, il passe à 1700. C'est bizarre. Et puis, il redescend à 700. Et puis, il remonte à 1002. Puis, il redescend à 600. Puis, il remonte à 1003. Puis, il reste à 900. Bienvenue dans le follow and flow. Donc, c'est un influenceur qui a fait du follow and flow. Et en fait, c'est après ce processus-là qu'on peut prendre la décision de contacter ou pas un influenceur. Moi, ce qui me sort par les yeux, et là, clairement, je pense que je vais me faire haïr par la majorité des formateurs en e-commerce, c'est quand vous vendez des mails préfaits aux influenceurs et des listings d'influenceurs, ou que vous les donnez dans vos formations. Je suis agent d'influenceur, je les reçois tous les jours, ces mails-là. Et je sais exactement dans quelle région il y a la formation qui se passe. Parce que tout d'un coup, on va recevoir 35 mails de la même formation, exactement le même intitulé. Tout pareil. Ça n'a plus d'intérêt, ces mails-là, ça ne marche pas, ou ça marche très très peu. Il faut les personnaliser. Il faut énormément personnaliser, il faut s'intéresser aux influenceurs. C'est un peu le secret de fabrication des agences, hein. On s'intéresse beaucoup. Il faut savoir que la moitié de notre temps, c'est juste du disque. Enfin, on échange avec les influenceurs, on essaie de les connaître, etc. pour savoir ce qu'ils aiment, savoir ce qu'ils n'aiment pas. Et des fois, on se fait prendre au piège, on devient presque amis, ou je dirais même amis avec certains. Mais c'est important d'être proche des influenceurs et surtout de ne jamais essayer de les embobiner ou quoi que ce soit. Parce que c'est le pire. C'est un petit milieu, de toute façon. C'est un très petit milieu, on se connaît. Je dirais pas tous, mais on se connaît bien dans le domaine du marketing d'influence. Quelles sont les 3 grandes erreurs ou les 3 grandes choses à éviter avec le marketing d'influence? Se précipiter. Première, se précipiter. C'est en gros, je veux l'influenceur tout de suite, je vais prendre lui. Waouh, calme-toi. Les influenceurs, il y en a 37 000 en France. Si on compare, bon, 1 sur 2 sont vrais, il en reste quand même 15, 17, 18 000. Bon, ça va. Il y a du choix. La deuxième chose, je dirais, c'est de vouloir imposer. D'accord. On n'impose pas à un influenceur, on lui propose. C'est 2 choses totalement différentes. Je reçois des mails, c'est bonjour. Bonjour un tel, influenceur. Donc, je vais vous envoyer un cadeau. Ah bon, merci, c'est cool. Et pour ça, vous allez devoir faire 3 stories. Ah, d'accord, excusez-moi, je vais les faire. Non. Non, c'est une proposition de collaboration. Un influenceur aujourd'hui, même si j'aime pas le terme d'influenceur, je préfère le terme de créateur de contenu d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais c'est vrai que influenceur, c'est un peu péjoratif comme terme. Reste un prestataire de service pour une marque. Il est en face, il va livrer
un service à une marque. Mais il a le droit de ne pas le livrer s'il a envie. Donc du coup, imposer, j'ai beaucoup de marques qui pensent pouvoir imposer, non pas du tout. Un influenceur, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Il n'attend pas après vous pour gagner de l'argent. Il en gagne, du moment où il a plus de 100 000 followers, souvent il en gagne suffisamment. Du coup, imposer, c'est pas du tout la bonne méthode. De toute façon, n'importe quelle collaboration, ça s'appelle la communication non violente. Hein. Ouais, voilà, totalement. Et après, alors, je sais pas comment ça se dit, mais c'est plutôt savoir être flexible. Pourquoi? Parce que un influenceur, il a le droit d'être en retard. Il a le droit de ne pas faire ses publications dans les temps. Il faut savoir qu'il n'y a pas de lien de subordination entre un influenceur et une marque. C'est un prestataire de service. Il peut promettre une publication au 15 janvier et la sortir au 25 janvier. Oui, ça peut être bloquant, gênant pour une marque, ça peut être pénible. Mais légalement, on est sur, pareil, un flou juridique. Est-ce qu'on a le droit d'imposer ou pas à un influenceur le fait de publier à telle date, à telle heure? Et est-ce que c'est une clause surtout de rupture de contrat? Légalement, il gagnerait. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, les agences vont promettre des posts à plus ou moins 72 heures, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on donne une date et le post apparaîtra à plus ou moins 72 heures. Mais ça m'arrive régulièrement. Je vois que sur des campagnes, on est à plusieurs semaines de retard parce qu'on a des aléas. On travaille avec de l'humain, on ne travaille pas avec des robots. Il y a des aléas qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours d'une personnalité. C'est pas pour autant qu'on supprime une collaboration ou qu'on arrête une collaboration. Et c'est même déjà très mal vu d'arrêter une collaboration en cours de route avec un influenceur. Mais ce seraient les 3 erreurs que je dirais à éviter absolument. Voilà. Et les 3 grosses bêtises que tu peux voir circuler sur Internet par rapport au marketing d'influence? Je vais me dire, il y en a plus de 3. Il y en a des centaines. Il y en a des centaines. Allez, peut-être 3, puis tu diras la suite. Ouais, c'est ça. On continue le teasing. La suite à la conférence. Alors, la première, attends, j'essaie de les classifier par ordre d'importance. Ouais. Mais, grosse connerie que tu vois circuler sur le marketing d'influence. Le marketing d'influence, ça prend 15 secondes. C'est-à-dire créer du contenu, ça prend 15 secondes et je vois pas pourquoi je paierais quelqu'un pour ça. C'est des gens qui animent des communautés. Ouais. C'est des gens, certes, alors moi je préfère les créateurs de contenu qui sont vraiment, qui ont vraiment une passion à défendre. Je vois quand je travaille avec Famille Écosse, avec Bruno Maltor, avec Major Mouvement, c'est des gens qui ont une passion, que ce soit dans le travel, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la santé. Ils ont cette passion qui les anime. Après, c'est plusieurs heures par jour qui sont derrière leur communauté. Et puis il y a des années de travail. Il y a des années de travail, il y a plusieurs heures par jour. J'ai un influenceur qui me disait récemment, mais Ruben, je passe 7 heures par jour sur mes réseaux sociaux. Je ne sais pas si je peux quitter ma communauté pour Noël. Ouais. Je lui dis, tu fais une annonce. Je lui dis, voilà, je serai moins disponible pour Noël. J'ai besoin de me retrouver avec ma famille. On a beaucoup d'influenceurs, malheureusement, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui arrêtent le marketing d'influence parce qu'ils se sentent oppressés par les réseaux sociaux. Et parce que ça prend du temps, ça prend des heures et des heures d'animation. Il faut savoir qu'un influenceur de 100 000 abonnés, c'est 300 à 500 messages par jour qu'il reçoit en privé. C'est une personne qui n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que s'il sort une publication qui ne va pas à sa communauté, il se fait sniper. Les fameux haters. Et c'est quelqu'un qui psychologiquement est arrivé à 100 000. Ça veut dire que c'est une personne qui arrive, et je ne parle même pas des millions, des gens qui arrivent en millions. Alors je dis pas que, je veux pas dépeindre un personnage, que ce soit noir, pas du tout, ou je veux pas dépeindre une mauvaise image du marketing, une image négative, mais c'est que derrière il y a du travail, il y a du boulot, il y a de l'acharnement, et il y a une philosophie. Donc dire que ça prend 15 secondes de faire un placement de produit, c'est faux. C'est-à-dire que déjà, ne serait-ce que tout le processus de sélection d'un produit, dire oui à une marque, dire non à une autre. Nous, on est agent de plusieurs influenceurs. Certains influenceurs reçoivent 80 demandes par jour. On traite et on répond à 90% des mails. Je vous laisse imaginer le temps que ça prend de répondre aux mails.
Après, il y a toute la phase donc le processus de sélection de produits, etc. C'est pas très long, mais il y a toute la phase de test de produit. Test de produit. Il faut savoir qu'on exige que nos influenceurs testent le produit. Il est hors de question qu'une parution sorte si l'influenceur n'a pas testé le produit. Alors, il y a des gens qui verront cette vidéo, qui diront c'est juste pour la vidéo, qui disent oui, pensez ce que vous voulez. Mais la plupart du temps, oui, les influenceurs utilisent le produit, testent le produit. Après, on a la partie qu'est-ce que je vais dire sur le produit. Alors, oui, les influenceurs reçoivent parfois un script. Ouais, ça arrive. Je suis obligé de dire ça arrive. Ça arrive dans 40% des cas, je dirais, on reçoit un brief de la marque. Mais l'influenceur, il faut savoir qu'il n'est pas dans l'obligation de suivre ce brief. Il dit ce qu'il veut sur la marque, il a le droit de ne pas s'exprimer sur le produit. Aussi, s'il n'a pas envie de s'exprimer sur le produit. Alors, dans ce cas, oui, dans ce cas, il y a un renvoi du produit ou un remboursement, bien sûr. Mais il y a toute cette réflexion à mettre en place. La publication. Et quand il y a la publication, il y a ces fameux messages qui arrivent. Tous ces messages que ne voit pas une marque, un message privé, et il faut y répondre. C'est-à-dire que l'influenceur peut recevoir jusqu'à 200, 300, 400, 1000 messages. Alors, il ne pourra jamais répondre aux 1000, aux 200, aux 300, c'est pas possible. Mais il va essayer de s'efforcer à répondre à 50, 100 personnes obligatoirement sur la marque, des questions techniques, etc. Et ça, c'est un travail que ne voit pas forcément la marque. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on a beaucoup de marques qui commencent à être informées de ça. Tout ce qui est grand compte, grand groupe, des e-commerçants qui pèsent, ça, ils en sont conscients. Mais tous ces jeunes web entrepreneurs qui démarrent, etc., n'en sont pas conscients et ils pensent que c'est souvent un boulot. 15 secondes comme ça, vas-y, tu me fais une pub à 35 €. Ouais, mais c'est énorme. Bon, il faut savoir que le cachet moyen de l'agence, il est à 1200 €. Donc, du coup, certes, j'ai des influenceurs moins chers, mais j'ai pas d'influenceurs à 35 €, ça ne m'arrive jamais. D'ailleurs, si vous en avez, vous m'envoyez les liens et les noms. Je veux bien les auditer. Je peux t'en envoyer. Ah, je veux bien. Voilà, tu me fais une liste, je les audite. Avec plaisir, je t'en envoie. Voilà. On les balance en PowerPoint pendant la conférence. Et on dit, n'allez pas chez Donc voilà. Non, ça, c'était la première erreur. Ça prend, ça prend 2 minutes. 15 secondes. 15 secondes. Ça prend pas 2 minutes non plus. Non, 2 secondes. Ça, c'est la première grosse erreur. La deuxième grosse erreur, c'est que tout le monde peut être influenceur. Eh bien, tout le monde le saurait. J'ai envie de dire. Je vais vous expliquer juste en quelques mots pourquoi tout le monde ne peut pas être influenceur aujourd'hui. Parce qu'on attend d'un influenceur qui soit hyper polyvalent. On attend qu'il fasse des bonnes photos. Donc, qu'il soit un bon photographe. Super. On attend qu'il ait du temps pour animer sa communauté. On attend qu'il soit sociable. On attend qu'il ait un discours plus ou moins avec une langue française correcte. Ça dépend lesquels. Plus ou moins. On attend de lui beaucoup d'amour. On attend de l'affection. Mais en fait, lui ne reçoit pas forcément grand-chose en retour, à part si les commandes de ses followers, quand il a assez d'abonnés pour monétiser son audience. Mais en fait, tout ça me fait dire qu'on ne peut pas tous être influenceurs. Moi, personnellement, j'ai eu 32 000 followers sur mon compte Instagram. C'est pas de l'égoïsme, c'est que j'ai pas aimé que les gens rentrent autant dans ma vie. J'aimais pas forcément aller en boîte de nuit rencontrer des gens. J'aimais pas forcément me pointer dans des événements. C'est peut-être pour ça aussi que le métier d'agent, ça me va bien. C'est parce que j'aimais pas tout ça. C'est pas que j'aime pas les gens, c'est que pour moi, je n'avais rien fait pour mériter de prendre des photos avec des gens, etc. Bon, ça, c'était ma philosophie de pensée à moi et ça n'engageait que moi. Maintenant, ça, il faut savoir qu'il faut le supporter. Et je pense que tout le monde ne peut pas aujourd'hui se prétendre influenceur ou être influenceur. Ouais, c'est clair. Du coup, c'est pour ça que tu as fermé ton compte? Moi, j'ai fermé mon compte pour ça. J'étais curieuse, je me dis, mais pourquoi il l'a fermé? Pour redevenir... En plus, on a recréé un autre après. Que j'ai refermé. Ah, que t'as refermé? J'ai créé un compte, j'avais 32 000 followers, je passais à un compte où je suis remonté à 5 000 parce que je l'ai créé trop tôt après le 32, donc du coup ils sont tous, j'ai des gens qui sont revenus. Oh merde. Ouais. Ils m'ont retrouvé. Ils m'ont retrouvé. Et du coup je l'ai refermé et effectivement j'ai un compte où maintenant je partage un peu, je faisais attention à ce que je disais, maintenant j'en ai plus rien à foutre, hein, on peut le dire. Tous ces Burger King. Voilà, je mange des burgers, j'ai une vie
catastrophique dessus, je fais la fête, même si les photos sont quand même bien. Ouais, ça va, t'as fait un effort. Des fleurs. Je fais des efforts sur les photos, j'essaie d'entretenir un feed parce qu'il y a des marques qui me suivent. Mais c'est vrai que même mes clients qui me suivent sur mon compte Instagram me disent c'est un peu différent Mais moi, c'est ce qui m'a fait aller chez Fresh Touch. J'ai regardé un peu ton compte et je me dis franchement, il est sympa. Et du coup, ça humanise vachement le truc. Voilà. Et je suis pareil dans la vraie. Oui, je confirme. Le nombre de cuts qu'on a dû faire. Voilà, donc du coup, non, je pense que tout le monde ne peut pas être influenceur parce que moi, je ne peux pas l'être personnellement. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Hein. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Je vois mon associé également n'a pas ce côté réseaux sociaux qui me fait vibrer. Il est sur les réseaux sociaux pour être en contact avec sa famille, avec ses amis, mais pas pour être en contact avec des personnes extérieures qu'il ne connaît pas. Voilà. Et moi, j'ai gardé juste l'aspect LinkedIn puisque j'aime partager auprès de lecteurs, par contre, de l'information pertinente. Et c'est ce que je fais de temps en temps sur mon compte Instagram où je vais avoir cet aspect prise de bec un peu dans le milieu de marketing influence. Quand je vois une sainte horreur qui me sort des yeux, je suis obligé de le dire. Et donc, je vais faire de temps en temps des posts, mais c'est même pas un Instagram à vocation professionnelle. J'ai un Instagram. C'était muscle. Donc ça, c'est la deuxième erreur, du coup. Ouais, la deuxième. Tout le monde ne peut pas être influenceur. Et effectivement, au niveau de la personnalité, de qui tu es, il y a certaines personnes qui sont faites pour être ça et d'autres personnes non. Et après, je dirais, le marketing influence, c'est facile. C'est le nombre de personnes qui me disent pourquoi on paye une agence? Pourquoi on paye des gens? Vas-y, dis-le. Hein? Pourquoi on paye des gens? J'ai eu la question. Ah, t'as eu la question, d'accord. Je vais te donner la réponse. Je ne sais pas moi non plus. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, pourquoi aujourd'hui l'influence marketing n'est pas facile? Parce qu'aujourd'hui, essayez de faire une campagne, d'écrire votre mail et l'envoyer à 100 influenceurs et donnez-moi le taux de réponse que vous avez. Clairement. Donnez-moi le taux de réponse que vous avez. Moins d'un influenceur sur 10 vont vous répondre. Clairement, moins d'un influenceur sur 10 vont vous répondre. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent 50 à 80 demandes par jour. C'est la vérité. Aujourd'hui, c'est 50 à 80 demandes par jour. Le temps de traitement d'un seul mail influenceur prend en moyenne 7 jours. Je ne sais pas si 7 jours. Nous, il faut savoir qu'en tant que personnes qui sont professionnelles dans ce domaine d'activité et qui avons le réseau surtout, c'est qu'on n'a pas besoin des mails. On a les numéros de téléphone, on a les WhatsApp, on les rencontre régulièrement. On a ce relationnel avec eux. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que certaines marques un peu connues arrivent sur le marché et forcément, les marketing influence a un coût. On va avoir de temps en temps plus de facilité à faire passer un budget qu'une autre personne, clairement. Même si on est toujours honnête, on essaye de toujours rester honnête entre ce que l'influenceur demande et ce qu'il vaut, et ce que la marque est prête à mettre sur la table, quitte à dire à la marque, là on n'est pas bon. Là on n'est pas bon du tout. Nous personnellement on n'ira pas demander parce que c'est comme un agent immobilier, vous faites une offre pour une baraque qui vaut 500 000 €, vous en proposez 100 000. L'agent immobilier ne va même pas aller se discréditer auprès de ses clients et défendre votre offre, c'est faux. Même si vous dites qu'il va le faire, c'est faux. Donc nous, on préfère ne pas avoir l'étape « oui, je vais le faire ». Non, on ne le fait pas. On ne le fait pas tout court. Donc du coup, effectivement, il y a cet axe de, je dirais, une négociation qu'on a avec les influenceurs, même si ce terme est un peu péjoratif, mais cet axe de négociation. Moi, je conseille aussi tout le monde à se renseigner sur les commissions que prend l'agence. Parce que c'est un flou, pareil, juridique, artistique, tout ce qu'on veut. Nous, on n'a pas honte de le dire, on est à 20% de commission. C'est-à-dire qu'on prend 20% de tous les cachets influenceurs. Vous pouvez communiquer les prix que vous avez payés aux influenceurs. Ils sont au courant de combien ils nous ont payé. Donc, on n'a pas de problème. Maintenant, effectivement, c'est là où on peut être mal vu en tant que professionnel. C'est qu'on a beaucoup de personnes où il y a un flou juridique et artistique autour de la commission d'agence. Je connais de très très bonnes agences qui sont entre 20 et 30%, enfin, quel que soit le pourcentage, ils la justifient. Parce qu'on la justifie par le conseil qu'on donne aussi. Et après, je vous mets au défi de faire la différence entre un influenceur vente et un influenceur d'autorité.
Ouais, c'est ça qui est, je pense, le plus dur, c'est de prendre le bon influenceur en fonction de l'objectif qu'on a. Ouais, c'est ça. Et ça, à chaque fois, moi, tu m'appelles et je veux, ah bon, ok, d'accord. 15 mais pas pour les concours, ok. C'est ça. 15 catégories d'influenceurs. Après, il y a les types. Il y a les types d'influenceurs différents et il y a les sous-catégories. Donc, sous-catégories, allez, on en comprend entre 100 et 200 aujourd'hui. Des sous-catégories d'influenceurs. C'est-à-dire, et après, effectivement, comme tu disais, on a des influenceurs qui sont bons en jeu concours et d'autres qui ne le sont pas du tout. Ça ne veut pas dire que celui qui ne l'est pas du tout, il est mauvais influenceur. Ça veut dire que sa communauté ne réagit pas de la même manière face à un jeu concours qu'à une autre communauté. Donc, en fait, vous connaissez toutes les communautés de tous les influenceurs. Voilà, c'est ça. Alors, je ne connais peut-être pas les 5000 quand même, je préfère être honnête. Mais on va dire que le top 1000 de l'agence influenceur, on le connaît. On le connaît. Mais après, attention, on a des notes. Hein. On ne fait pas tout de tête. Hein. Voilà. Ah bon, je suis déçue. On ne fait pas tout de tête. Hein. Je ne peux pas vous donner les prix de tous les influenceurs sur le boulet. Alors, je voudrais le tarif. 2. Ça, si on cite un nom d'influenceur à un tarif, je crois qu'il me tue. Oups. Coupé. Donc voilà. Non, mais s'il y a bien un truc qui est tabou, c'est le prix d'un influenceur. C'est que nous, on ne se risquera pas à dire publiquement le tarif que coûte un influenceur parce qu'en fonction de l'OP, pour deux marques différentes, il ne va pas coûter forcément le même prix parce que l'objectif n'est pas le même ou le contenu n'est pas exactement le même. Il faut savoir qu'aux USA, ils ont trouvé un modèle de rémunération qui commence à s'appliquer en France. Alors nous, on le voit mal venir en tant qu'agence, ce modèle de rémunération, mais aux USA, c'est comme ça. On a pu faire des campagnes sur la Floride et on a été heurté à ce modèle-là de rémunération qui est l'achat à la séquence. Ça veut dire qu'au lieu d'acheter une série de stories, en France, on achète des séries de stories. C'est-à-dire qu'on va le même prix pour 4 à 5 écrans, c'est-à-dire 4 à 5 fois 15 secondes. Aux US, ils achètent la séquence, c'est-à-dire 15 secondes, ça coûte tant. Et après, tu en empiles le nombre que tu veux. Okay. Et ça formera une série de stories. Ça veut dire qu'en France, par exemple, on va acheter 1005 une série de stories. Quand aux US, pour le même influenceur, on va acheter 500 € l'écran. Ça veut dire que, vu comme ça, l'influenceur US est vachement plus avantageux. Par contre, à plus de 3 écrans, il devient moins avantageux que notre influenceur français qui va faire ses 5 écrans à 1500 €. Okay. Voilà. Et ça, c'est un modèle de rémunération qu'on commence à voir venir. Voilà. Et bon, c'est moyen parce que ça a tendance à faire monter encore les prix, qui sont déjà quand même, il faut se l'avouer, qui sont quand même déjà assez hauts. Il y a un autre article qu'on pourra que je fasse un petit medley des articles intéressants peut-être, où on a analysé le budget moyen d'un influenceur. Je crois que c'était en 2015 et le budget moyen d'un influenceur en 2019. On est passé, je crois, si je me rappelle bien de l'article, de 200 à 1600 € de budget moyen par influenceur. Donc ce qui n'est pas négligeable quand même. Tu disais que de toute façon qu'ils augmentaient leurs tarifs tous les ans. Quoi. Chaque année, on a la majorité des influenceurs effectivement qui font des réassorts budgétaires. Donc du coup, on attend vivement de savoir à quelle sauce on va être bouffé chaque année. On a des influenceurs qui prennent beaucoup de followers, donc ils le font tous les 3 mois. Et on a des influenceurs qui décident de ne pas faire fluctuer leur prix. Ça, c'est vraiment libre à eux. Mais c'est vrai qu'on ne va jamais sortir un prix à une marque sans avoir consulté un influenceur. C'est parce que lui peut trouver des subtilités dans des trucs où nous, ça nous paraît totalement anodin. Typiquement, on va prendre l'exemple des jeux concours. Hein. Un jeu concours avec un produit haut de gamme, comme un iPhone, va être paradoxalement moins cher qu'un jeu concours avec des produits ou des bons de 100 € à gagner sur un site internet. Pour quelle raison? Parce que l'influenceur voit plus d'opportunités dans l'iPhone que dans le bon à gagner. En termes de temps de travail, ça sera exactement le même. Par contre, en termes de bénéfices pour l'influenceur, en termes d'image de marque pour l'influenceur, le jeu concours iPhone sera toujours plus bénéfique qu'un jeu concours bon cadeau sur tel site. Sachant que les iPhones, ça commence à être un peu compliqué à faire passer auprès de certains influenceurs. C'est trop facile, mais c'est surtout que malheureusement, il y a beaucoup d'arnaques sur les téléphones. Voilà, il y a beaucoup de comptes, des faux comptes de stars qui feraient gagner les téléphones et qui sont totalement fake. Et du coup, certains influenceurs ont malheureusement arrêté de faire gagner les téléphones à cause de ça. Ah ouais, c'est dommage. Du coup, qu'est-ce que tu vas leur donner à la conférence? Pourquoi est-ce qu'on doit venir à la conférence? Fais-nous du teasing à mort. Teasing à mort. De quoi tu vas parler? Stratégie de marketing d'influence. Ouais.
Et oui, il n'y en a pas qu'une seule. Donc du coup, comment bien l'utiliser en fonction des objectifs qu'ils peuvent avoir? Trafic, vente, notoriété. Les objectifs, en fait, on va même sonder dans la salle, je pense, certains objectifs pour essayer d'y répondre au mieux pendant la conférence et avoir aussi votre retour, parce que je pense qu'il y en a certains qui ont déjà fait des campagnes. Donc du coup, ça m'intéresse d'avoir votre retour. Ce que je peux faire, c'est que je peux leur faire passer un questionnaire avant la conférence, comme ça tu auras des retours. Ça peut, parce que comme ça, je peux préparer un peu des réponses ou alors vous répondre en direct, puisque bon, c'est un sujet que je commence à maîtriser. Du coup, toutes les questions qui vous passent par la tête, surtout, il faudra me les poser, mais stratégie, on va évoquer vraiment la stratégie de marketing d'influence, les différentes catégories d'influenceurs, par stratégie, les types d'influenceurs qui existent. Ça, c'est hyper important. Comment bien utiliser l'influenceur en fonction de la stratégie. Parce que des fois, on a des influenceurs qui s'utilisent à l'année et d'autres en one shot. Donc ça aussi, c'est des méthodes à mettre en place. Et on va dire peut-être déceler le vrai du faux de ce qui se dit sur le marketing d'influence, sur toutes les zones un peu les bulles qui sont autour du marketing d'influence. Moi, j'ai plutôt tendance, pour ceux qui me suivent sur LinkedIn et tout, à péter dans l'art de la moitié des gens qui racontent des conneries sur le marketing d'influence. Donc du coup, ça ne sera pas la première fois. Si jamais vous souhaitez que je pète dans l'art de certaines idées reçues, vas-y, il faut. Il n'y a pas de problème, on le fera, on mettra tout ça en œuvre. Oui, parce qu'il y a des belles arnaques, on va dire aussi. Il y a très belles arnaques. Très belles arnaques. Le marketing d'influence, pourquoi? Parce que c'est un secteur où il y a de l'argent. On ne va pas se le cacher, il y a de l'argent dans le marketing d'influence, il y en a de plus en plus. Mais du coup, ça attire énormément les convoitises. Du coup, est-ce que c'est possible de faire de l'argent avec du marketing d'influence? Oui. Tu vas nous montrer comment faire? Yes. Yes, génial. Cool. C'est totalement possible. Sinon, le budget serait un peu entaché de l'agence. C'est clair. Donc voilà, non, on est paradoxalement, ce qu'on pense, on est aux prémices du marketing d'influence. Tout le monde dit c'est la fin du marketing d'influence, il y a trop d'influenceurs. T'avais l'air de dire que les tarifs augmentent et tout, donc du coup, je me posais la question. Et en fait, ça va se le marché américain est vieux de quasiment 10 ans, mais là maintenant, le marché américain en marketing d'influence, il a 10 ans. En France, il a 4 ans réellement le marché. Aux États-Unis, on a des millions d'influenceurs. C'est même pas des milliers ou des dizaines de milliers, c'est des millions d'influenceurs. Ils sont plus nombreux aussi. Ils sont plus nombreux aussi, bien sûr. Mais les tarifs, effectivement, quel que soit le pays, n'ont jamais été aussi hauts. Il y a cette bulle de tarifs hauts. Il y en a qui sont totalement justifiés. Il y en a d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Et c'est un marché qui vient à maturer. C'est comme tout marché, en fait. Il va venir à maturation au bout d'un moment, mais on est encore loin de la maturation. Là, pour le moment, il va encore faire 1 fois, 2 fois, 3 par an, je pense, pendant 2-3 ans. Et après, on arrivera sur une stabilité. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, on a en référence le marché télé. C'est le marketing d'influence a l'ambition de détrôner, en quelque sorte, le marché de la télé. Ça va y arriver. C'est-à-dire qu'on a un marché de la télé où on achète encore des spots pubs quand même très chers. Coucou mes amis des groupes et des chaînes de télé, puisque je travaille avec je vous adore. On a ce marché-là en ligne de mire de la publicité télé et on grappille des parts de marché souvent sur le marché de télé, sur le marché radio aussi, on arrive à grappiller des parts de marché et sur le marché presse. En fait, c'est un peu de marché qui est ponctionné à ces 3 autres marchés. C'est pas des marchés qui s'effondreront. Une marque veut occuper l'espace, elle est obligée de faire de la télé, elle est obligée de faire de la presse, elle est obligée de faire de la radio. Mais il y a cette nouvelle bulle qui arrive de marketing d'influence. Une partie s'effondrera, forcément. Il y a eu la crise de l'immobilier, il y a eu la crise de tout ce que tu veux. Donc du coup, il y aura la crise du marketing d'influence, forcément. Mais il faut savoir bien utiliser le marketing d'influence aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus dans la stratégie. Le temps de j'achète un influenceur, il me rapporte des thunes, ça marche plus comme ça. Clairement. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. On te retrouve du coup principalement sur LinkedIn? Principalement sur LinkedIn. Sur Instagram s'ils veulent me voir manger des burgers, mais je pense pas que ce soit la priorité. Mais oui, principalement sur LinkedIn. Ok, merci. Voilà. Et du coup, on se voit au séminaire? On se voit au séminaire, sans problème. Allez, et toi aussi, je te retrouve. Attention. Avec le code. Allez, le code. Burger. Que je te mettrai en description. Vas-y. Allez, à très vite, bisous. À très vite, ciao.